Fadège, t'entends crier. Attention, chanter. C'est passionnant le métier de la télé. Allez, Reine Ivo Koura, merci d'être sur ce plateau. Vous venez donc du réseau des journalistes communicateurs spécialisés en éducation. On va parler de la divulgation d'un document pour la protection des droits des enfants. Mais avant, le réseau tient à rappeler des 5 points dans la préparation d'examen. Voilà. Et ces 5 points, d'abord, vous nous parlerez de la préparation matérielle. On fera comme si on répétait un peu ce que le psychologue a dit, le sociologue a dit, non, c'est le psychologue, non. Le psychologue a dit, mais c'est essentiel. C'est pour que le message il passe. Oui. Donc, je dirais que pour maximiser les chances de son côté lors d'un examen, les candidats doivent donc retenir 5 points. Et donc le premier, comme vous l'avez énoncé, c'est la préparation matérielle. Et au niveau de la préparation matérielle, nous attendons que le candidat se prépare après tout ce dont il a besoin pour passer l'examen, parce qu'il sait que lors des examens, les conditions sont strictes. On ne va pas lui permettre, lorsqu'il a oublié quelque chose, de ressortir ou bien de prêter ça chez un de ses, voilà. Donc crayon, calculatrice et tout, et surtout selon les matières. Et à la veille déjà, le candidat doit apprêter surtout sa carte d'accès à l'examen. Parce que quand tu l'oublies, eh bien, tu ne peux pas retourner chez toi, le chercher avant de revenir. Ça fait partie des polices de l'examen. Parce que quand vous accusez un retard d'un certain temps, vous êtes autorisé à rentrer dans la salle. Donc, se rappeler aussi de son parapluie d'ouragan, parce que nous sommes en pleine période de pluie, et on ne va pas dire que c'est parce qu'il a plu qu'on ne va pas y aller à l'heure, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui concourent à la préparation matérielle d'un examen. Et donc, au-delà de la préparation matérielle, on a la préparation psychologique dont le psychologue a parlé, de l'intellectuel. Mais ce qui m'intéresse, si on se trompe pas, par exemple, au 4e point, vous parlez de la gestion des rumeurs. Qu'est-ce que la gestion des rumeurs? Oui, en fait, la gestion des rumeurs, ce sont les éléments perturbateurs que les candidats ou les élèves se mettent à l'idée et ça peut diminuer leur chance de réussir à un examen. Il faut donc les éviter au maximum. Par exemple, les dates des examens. Nous savons que que c'est reporté. Donc, les dates des examens sont fixées par l'autorité. Il y a le ministre de la Communication qui est passé sur les antennes pour nous dire que le bac 1, par exemple, c'est le 17. Donc, c'est ce mardi. Et donc, si on doit changer la date ou bien ça ne doit plus tenir sur le 17, c'est encore l'autorité qui doit venir sur les antennes pour nous dire que ça a été reporté. Donc, ce n'est pas au candidat d'entendre des rumeurs pour se dire que il semble qu'on a dit que c'est reporté, etc. Il faut éviter ça au maximum. Et il faut également... les candidats se trompent en disant que voilà, l'université est plein de jeunes étudiants qui ne trouvent même pas de place dans les amphis pour s'asseoir. Donc, on a fixé un quota d'étudiants qui doivent avoir un campus et ils essaient de justifier leur échec pour ceux qui savent qu'ils vont échouer. Donc, ils doivent réduire que l'autorité a prévu réduire le taux de candidats qui va réussir. Nous voulons faire savoir aux candidats que l'examen est bien différent d'un concours. Un examen est bien différent d'un concours. Quand c'est un examen et quand vous êtes 10 000, on vous dit que c'est 10, quand vous avez 10 de moyenne, vous allez passer. Et bien quand les 10 000 ont 10 de moyenne, ils réussissent. Mais quand à un concours, ce n'est pas le cas. À un concours, par exemple, lorsque je prends l'exemple d'il y a à peine 2 mois, où on a lancé le concours de l'ENI, l'État dit qu'il a besoin de 1500 candidats pour envoyer dans les écoles normales d'instituteurs pour être formés, pour former nos élèves. Eh bien, au lieu de 1500, on cherchait 1500 candidats, mais c'est 32 000 candidatures qui ont été déposées. Ça, là, c'est les premiers meilleurs des 1500, les premiers meilleurs sur les 32 000 qui sont dans la fourchette de 1500 là qu'on va retenir. Donc, c'est clair. Et également, il faut que les candidats évitent des petits ragots entre eux. Il y a 3 ans qu'on a pu demander ce sujet.
ce chapitre-là. Ah, ça va en fait ça, hein. Où elle est passée l'année dernière, c'était l'appareil qu'on a demandé, c'est telle carte. Donc on écarte ça systématiquement, on apprend même plus ça parce que c'est, on l'a demandé l'année dernière. Vous savez ce qu'on appelle surprise. Donc, ou bien on a demandé il y a 2 ans, 3 ans successifs, donc on ne va pas demander. Il faut éviter ces choses au maximum. Ce sont des rumeurs et nous appelons les candidats à gérer ces choses en les évitant. Et le mieux. Ouais. Et en face de l'épreuve? En face de l'épreuve, à tenir. Quand j'ai l'épreuve et que je dis, tiens, c'est ce chapitre que j'ai appris. Ah là là, je fais rapidement, je sens. Oui, mais avant de parler directement de l'attitude à adopter face à l'épreuve, nous voulons également inviter les candidats à éviter de porter des critiques négatives sur les correcteurs pour dire qu'ils ont eu plein de copies, ils étaient fatigués, ils ont raché, etc. Oh, ça peut non, tout est vraiment bien calé, ce n'est pas ça. Et se montrer donc capable sur son épreuve, qu'on est on est prêt, on est capable de passer à une classe supérieure. Donc, devant l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une première lecture, sans rien écrire. Et maintenant, après, selon les matières, nous savons que les enseignants ont déjà donné des conseils en classe. Il faut tenir compte de ces conseils que les enseignants ont donnés en classe. Et maintenant, selon les matières, savoir comment aborder. Par exemple, à une épreuve de philosophie, on vous dit sujet au choix. Tu te mets à traiter tous les sujets, les 2 sujets proposés. Ou bien mais ça, c'est 0 catégoriquement. Il n'y a pas moyen. Donc, c'est ça. Et puis, il faut éviter ces choses. Et ça va aller. Bah oui. Beaucoup de courage et puis beaucoup de confiance en vous-même. Si vous avez commencé par préparer votre examen dès le premier jour de la rentrée, il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas les mailles de la sélection. Vous allez réussir. Si vous avez été consciencieux, si vous avez bien appris, c'est pas magique, c'est ce qu'on vous a appris en classe qu'on reviendra vous demander à l'examen. Donc si vous avez bien appris, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas mettre toutes les chances de votre côté. On va leur souhaiter très bonne chance. Et on va finir avec donc, c'est une parenthèse sur un atelier que le réseau, c'est l'un des réseaux, je dirais même le réseau de journalistes, le réseau des médias le plus dynamique que je connaisse, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, qui a encore récemment tenu un atelier pour vulgariser un document de suivi sur les droits des enfants. Ça s'inscrit dans un suivi d'un autre atelier qui a été fait et où les journalistes ont été demandés de poser les actions dans le sens de la vulgarisation des droits de l'enfant. C'est cela. Oui, c'est bien ça. Cet atelier-là s'inscrit en fait en grosso modo dans le projet de suivi des droits de l'enfant de plan international Togo. Et donc, on avait déjà eu à former les journalistes, comme vous l'avez dit. Et au cours de cette formation-là, il a été premier journaliste de les accompagner en leur remettant un document nommé Suivi des droits de l'enfant par les OSC pour leur permettre... C'est les organisations de la société civile. Pour leur permettre d'avoir la matière pour communiquer suffisamment sur les tests, ce qui est fait, ce qu'on attend de nous, qu'est-ce que le comité de protection ou de droits de l'enfant a demandé au Togo de faire, etc. Et donc c'est ce document-là qui a été vulgarisé la dernière fois, le 29 avril dernier, à l'endroit des professionnels de médias membres du réseau, pour pouvoir communiquer suffisamment sur ces documents. Le document contient des thématiques qui peuvent aborder, ou alors des émissions, je ne sais pas. Non, le document ne contient pas des émissions. Je ne dis pas d'émissions, mais des formats d'émissions. Je sais pas, mais voilà, c'est beaucoup plus des thématiques, mais bien assez développées pour outiller le communicateur qui va faire des émissions. Tout à fait, c'est ça. Ça renferme beaucoup des thématiques, par exemple sur la CDE, Convention relative aux droits de l'enfant, sur la KDBE, Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, et sur les recommandations qui sont faites au Togo pour pouvoir atteindre vraiment ce qui a été dit dans ces tests-là. Par exemple, nous avons animé une émission à Sokoli avec les enfants, sur les droits des enfants. Il y avait des enseignants, des enfants, les parents. Et je vous dis qu'au moins 3 à 4 enseignants, quelqu'un qui a fait 18 ans d'enseignement, quelqu'un qui a fait 9 ans, et un monsieur nous dit qu'il a commencé en 1983. Ça fait plus de 30 ans déjà qu'il n'a jamais vu le code de l'enfant, le document du code.
Donc, vous voyez qu'on a vulgarisé, mais il reste encore à faire. Et donc, étant des communicateurs, des journalistes, c'est à nous donc de porter l'information aux autres pour que vraiment ça puisse aller et que les gens protègent désormais les enfants et que nous fassions du droit de l'enfant une réalité dans notre pays. Et au-delà de vulgariser les droits de l'enfant, c'est aussi suivre l'autorité pour les rendez-vous, les différents rendez-vous internationaux pour faire le point sur la réalisation des traités auxquels on a souscrit. Tout à fait. Et accompagner également les organisations de la société civile dans le plaidoyer. Dans ce document leur permettra également de préparer des émissions, de voir quelle est la situation actuelle, etc. Et donc pour un journaliste qui est intéressé mais qui n'a pas le document, où est-ce qu'il peut l'avoir? Il peut passer au siège du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation qui est à Djidjolé, dans la maison des ONG, c'est-à-dire la ONG La Colombe. Maison des ONG La Colombe. Et c'est où? Quand vous arrivez à Djidjolé, quand vous arrivez à Djidjolé, pharmacie Djidjolé, vous tournez dos à la pharmacie et vous passez. Il y a un vent. Moi, si je tourne dos à la pharmacie, j'ai trois directions. Si je tourne dos à la pharmacie, je peux aller vers le siège d'Obu. Je peux aller tout droit vers Fin Pavé, vers Tochi. Si je tourne dos à la pharmacie, je peux aller comme ça vers l'école, je ne sais pas quoi. Si vous tournez vraiment dos à la pharmacie, il n'y a qu'un seul vent devant vous. Il y a hôtel Mboloani et quand vous foncez, vous voyez la maison des ONG. On cherche la maison des ONG. La Colombe, et vous demandez. Nous nous colocatons avec la Colombe. Ok, donc c'est dans la maison ensemble avec l'ONG La Colombe, le siège du réseau des journalistes spécialisés en éducation pour ce document qui vous servira grandement. Dans vos programmes. Nous remercions donc Plan International qui a mis ce document à notre disposition. Voilà. Merci beaucoup Reine Iroquois du RJC d'être passé sur ce plateau. Enfin, un coucou à Marcel qui ce dimanche est encore sur le terrain de la bataille pour l'éducation. Voilà. Allez, très belle journée à vous. Merci. Et nous, on va partir très très loin dans le temps, mais pas aussi loin que ça. On va parler de pas très loin.